Bien le bonjour et bienvenue sur l'Enthousiaste, le podcast qui vous fait découvrir des réalités faites main par des personnes qui ont osé essayer. Aujourd'hui, c'est Corentin Leduc qui prend la parole. Corentin est un aventurier, enfin plus précisément un éco-aventurier, c'est-à-dire qu'il fabrique une partie de son matériel d'aventure. Et ça, c'est fondamental pour lui. Voyager dans la nature, oui, mais en faisant corps avec elle, en se fondant dans le cadre et surtout en prenant le temps d'aller à sa rencontre. Puis, rentrer chez soi et aimer ce contraste d'univers, apprécier la valeur de son confort. Mais surtout rentrer pour partager. Partager l'aventure en conférence, en livre ou encore en film. Parce qu'en plus d'être aventurier, ce qui demande déjà d'être polyvalent en soi, il faut le reconnaître, Corentin est également réalisateur, auteur, entrepreneur et animateur. En écoutant cet épisode, j'espère que vous entendrez son sourire. Parce que discuter avec Corentin, pour moi, ça a été découvrir quelqu'un d'humble, de bienveillant, de tenace et d'heureux. Quelqu'un qui dégage cette envie d'aller voir derrière la colline. Je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Corentin. Eh bien, le bonjour Corentin. Bonjour. Et bienvenue sur l'Enthousiaste. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Pas de souci. Alors, comme on disait alors, question facile ou compliquée. Je vais essayer de choisir le côté facile. Donc en fait, moi, je suis entrepreneur, aventurier, auteur et animateur. Voilà, je combine tout ça, c'est-à-dire que j'ai une même enseigne, j'ai une entreprise qui s'appelle LC Réalisation. Et sous ce même nom, eh bien, j'ai plusieurs jobs différents, plusieurs casquettes différentes. Voilà. L'aventure, c'est la première chose parce que c'est elle qui va me permettre d'avoir de la matière pour ensuite en vivre. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est que je réalise des expéditions et que suite à ces expéditions, je vais créer des conférences, créer des animations pour les écoles, par exemple, écrire des livres et puis faire des films. Voilà, donc les expéditions, l'aventure, mes expériences, c'est la base. Voilà. Ok, ça me donne envie de parler de tout plein de choses. Donc on va commencer par le commencement. Ça me paraît assez pertinent comme manière de faire. Ça va, c'était clair ? Ouais. Bon. Nickel. La première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu pourrais définir ce que c'est pour toi l'aventure ? L'aventure, eh bien, c'est une bonne question parce que quand j'en parle dans les écoles avec les enfants, c'est une question que je leur pose. C'est une des premières fois en fait qu'on me la pose à moi. Alors, qu'est-ce que l'aventure ? L'aventure, pour moi, c'est plus tu as de points d'interrogation dans une expérience que tu penses faire, plus ça va être l'aventure. C'est-à-dire que l'aventure n'est pas spécialement relative au voyage en soi. Ça peut être dans la vie de tous les jours. À partir du moment où tu sais pas, alors je vais plus parler de moi, de mon domaine, où tu sais pas où tu vas dormir, où tu sais pas où tu vas, tu sais en généralement où tu vas quand même. Des fois c'est seulement un point cardinal vers le nord, l'est, l'ouest, le sud, en ce qui me concerne. Mais par exemple, tu sais pas toujours si tu vas avoir à boire, si tu vas trouver à manger, etc. Et puis qui tu vas rencontrer. Ça pour moi ça définit l'aventure. Alors après il y a plusieurs échelons d'aventure, mais voilà, en gros voilà, plus t'as de bonnes interrogations, plus c'est l'aventure. Mais toi particulièrement, si je me trompe pas, t'es aussi ce que tu appelles éco-aventurier, non ? Oui, tout à fait. Alors éco-aventurier, comment je définis ça ? C'est-à-dire que je suis un voyageur avant tout. Éco-aventurier, c'est que moi mon deal pour être aventurier en 2022, au 21e siècle, c'est de voyager, oui, mais avec éthique, avec mon éthique. C'est-à-dire voyager dans la nature avec un matériel qui, dans sa conception et son utilisation, a un moindre impact sur elle. L'idée, c'est pas d'être parfait. L'idée, c'est de prendre un chemin. Et ça, j'appuie toujours là-dessus, puisque souvent, on est à la recherche de perfection. Quand on parle d'écologie, on dit « Ah bah oui, c'est quelqu'un, il se dit écolo, mais en même temps, ah bah oui, mais il prend sa voiture. » J'ai remarqué à chaque fois, on pointe tes contradictions quand tu fais quelque chose. Eh bien non. Moi, c'est pour ça que j'insiste. Mon objectif, c'est de prendre un chemin.
D'accord, il faut faire quelque chose de mieux. Et du coup, moi, c'est ma manière. Alors après, mon objectif dans mon métier, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je construis moi-même mon matériel, une partie de mon matériel, question d'être en accord avec mes valeurs. Mais à long terme, mon objectif, c'est de participer à l'amélioration de notre équipement à toutes et à tous, hein, pour voyager de manière plus responsable. Pourquoi je dis ça ? Aujourd'hui, l'humain n'a jamais autant voyagé. Jamais. Hein, depuis toujours, on n'a jamais autant voyagé sur la planète. Et le problème, parce que bon, il y a du positif mais il y a du négatif, c'est que nos équipements, nos pulls, nos manteaux, nos lunettes, nos chaussures, eh bien, nous permettent de voyager certes, mais en contrepartie, le paradoxe, c'est qu'elles détruisent également le milieu dans lequel on aime aller, par leur fabrication. D'accord, par leur impact environnemental. Donc moi, mon objectif, c'est de travailler avec des entreprises, avec des marques, pour essayer d'améliorer ça, d'améliorer les textiles. Tu arrives à trouver des entreprises qui sont prêtes à faire cette démarche-là ou qui la font déjà ? Non, mais justement, je suis en recherche justement de gens qui sont vraiment là-dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'utilise beaucoup de matériaux recyclés, quand je le peux, et puis que je fabrique pour le moment. Parce que je suis en train déjà, moi, de tester, voir... Mais même les manteaux, par exemple ? Alors non, pas les manteaux. Là, quand je fabrique mon matériel, moi, ça va être, par exemple, on en reparlera un petit peu plus tard, mais je fabriquais un canoë, par exemple. L'idée, c'était de fabriquer ce bateau avec des ingrédients, j'allais dire, des matériaux que j'ai prélevés dans les 20 km à la ronde autour de chez moi, par exemple. Ça, c'était le deal. Ah ouais. Voilà, donc ça force à pousser un petit peu le... Oui, ça donne un défi quand même. Ça donne un très très gros défi. Donc c'est un défi que j'ai réussi. Hein. Bravo. Merci. Faire une voiture en bois, un tricycle en bois à partir d'une branche d'arbre. Bon, ça c'est pareil. Alors il n'y a pas eu qu'une branche d'arbre, hein. Il y a eu d'autres matériaux, mais voilà, la base c'était ça. Faire une tente inuit ou des tentes en général avec du tissu recyclé, voilà, ou du moins biodégradable. C'est ça, avec moi, mon truc à moi, c'est de me dire si je dois abandonner mon équipement dans la nature, j'ai envie qu'il puisse se décomposer naturellement au maximum. Ouais, que c'est pas un impact négatif sur l'environnement dans lequel tu as été. Au maximum. Encore une fois, j'appuie là-dessus parce que par exemple, mon canoë, il est à 97% totalement biodégradable. Par contre, bah oui, il y a quand même un peu de fil de plastique dedans, il y a des punaises, et puis un peu de résine à bateau dessus. Voilà, ça c'est les 3 petites choses qui me restent à améliorer. Bon après, j'avoue, hein, j'ai pas le savoir-faire des Amérindiens. J'aimerais beaucoup, franchement. Il y a des ressources cool. Justement sur comment ils faisaient à l'époque pour pouvoir atteindre leur niveau. Et ouais. J'ai justement le canoë. Pour parler de lui, d'ailleurs je suis en train de réaliser une vidéo YouTube sur son histoire, sur sa fabrication. Okay. Sur cette page justement, je présente un petit peu tous les éléments que j'ai fabriqués et sous forme de tuto, j'explique un petit peu comment je l'ai fait. Et donc, d'ailleurs, j'avais vu ça sur YouTube, un Amérindien qui construisait son canoë. Alors, c'était très... tu l'avais vu au moment où toi, tu construisais le tien ? Voilà, c'est ça. En fait, si tu veux, j'ai construit dans ma vie 6 bateaux. 6 bateaux. Le premier, j'avais 10 ans, le premier canoë. J'avais déjà vu dans des bouquins des canoës et je sais pas pourquoi j'ai toujours eu cette attirance incroyable pour les bateaux. Alors, il semblerait que dans ma famille il y ait eu de corsaires à l'époque. Alors peut-être c'est ça, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, une grosse attirance pour les bateaux. Et à 10 ans, j'ai pris les bambous que mon grand-père avait plantés au fond du jardin. Et puis, je me souviens, j'avais fait le squelette du canoë. Donc, j'avais mis des bambous, on imagine des côtes un petit peu, comme un bateau. Et puis, je les avais recouverts de toile de jute, plus sac à patate, autrement dit. Mon esprit de petit garçon de 10 ans, je me dis, c'est pas mal, hein, c'est une toile après tout. Mais je me dis, il y a quand même des trous dans le sac à patate, donc il faut les boucher. Et là, j'avais utilisé du vernis à bois. Bon, voilà, je me suis dit, le vernis à bois, peut-être ça va marcher, tout ça. Alors, pas du tout, hein. J'avais traversé Non, j'avais traversé ma commune avec mon gilet en peau de lapin, je me souviens, mon chapeau de cow-boy et le canoë sur le dos. Et puis, j'étais allé, avec l'autorisation des gens de cette propriété, d'aller sur leur étang, tester mon bateau. Et voilà, ça a duré 5 secondes, l'expérience. C'est-à-dire que j'ai posé le bateau, tout allait bien. Je suis allé dedans et j'ai pas eu le temps de mettre la rame dans l'eau que... Voilà. Donc,
suite à ça, ça a été une super expérience. J'en ai fait du coup plusieurs autres. J'ai fait des barques également. Et puis, quand j'ai fait mon 6e canoë, je me suis dit, bon, Corentin, il faut que tu t'améliores. Regarde donc s'il n'y a pas des choses sur YouTube, entre autres. Et c'est là que je suis tombé sur la vidéo de cet Amérindien qui avait construit lui-même son canoë comme il faisait ancestralement. Et j'ai trouvé ça super. Seulement, gros problème, bah ouais, on n'a pas les mêmes matériaux qu'au Canada. Truc tout bête. Au Canada, alors maintenant il y en a moins malheureusement avec la déforestation, c'est que pour faire la coque du canoë, eh bien ils utilisent du papier de bouleau, de l'écorce de bouleau. Et l'écorce de bouleau, il faut des bouleaux qui font au moins 1 ou 2 mètres de circonférence, c'est colossal. Et puis voilà, il y a tout un savoir-faire. Moi, j'en avais pas, donc bon, j'ai utilisé du bambou, des écorces, oui, mais pas de bouleau, des écorces de peuplier, et puis les draps de ma grand-mère pour faire la toile. Et là, ça me fait penser à 2 points que j'avais envie de prendre avec toi. Donc, on va prendre le premier déjà. Oui, vas-y. C'est justement l'origine de cette soif d'aventure. Et donc, tu dis que c'était déjà dès tes 10 ans. Oui. Donc, ouais. Même avant d'ailleurs. Même avant ? Ouais, même avant, parce que si tu veux, ma première grande aventure, eh bien, c'est quand j'ai eu mon premier vélo. Je dois peut-être avoir 6 ans, et j'avais fait 6 km. Tout seul, comme un grand. Et je me souviens. Est-ce que tu t'es dit, je pars à l'aventure ? Ah oui, bah oui, carrément, carrément, parce que j'avais 6 ans. C'est la première fois que je partais. Est-ce que je l'avais dit ? Je sais pas. Mais c'est la première fois que je partais tout seul et je réalisais 6 km. Parce que j'ai regardé sur la carte, après ça faisait 6 km, je suis sûr. Et en fait, j'étais allé presque chez mes grands-parents. Et ouais, c'était cool. C'était cool. Et en fait, après, j'ai toujours voulu aller un peu plus loin. Toujours. Okay. Après, ça a été la Loire. J'habitais 14-15 km de la Loire. Il a fallu que j'aille toucher l'eau de la Loire. Mais par mes moyens, toujours. Parce que si on utilise une voiture ou... Bon, le vélo, ça passe bien sûr. Mais je veux dire, il fallait que j'y aille par moi-même. Et petit à petit... Sans aide, ouais. Du coup, j'ai toujours voulu aller plus loin. Voir ce qu'il y a derrière la colline. C'est ça l'aventure. Tiens, tu me posais la question. L'aventure, c'est quand tu vas toujours voir ce qu'il y a derrière la colline. C'est ça. Et cette définition de l'aventure, elle n'a pas évolué entre justement tes 6 ans et aujourd'hui ? Non, parce que sûrement. Alors là, j'ai pas d'idée supplémentaire, mais c'est vrai que d'aller derrière la colline, t'as une montagne. Enfin, moi, je suis pas le genre d'aventurier qui veut dominer la montagne. Des fois, il y en a, je veux vaincre l'Everest, je veux vaincre le K2, je veux vaincre tout ça. Non, pas du tout. Hein. Non, je reste au contraire très, très humble face à la nature qui, je le sais, aura toujours le dernier mot. Mais de passer juste derrière la montagne, c'est juste, j'ai juste envie de voir ce qu'il y a derrière toi, tu vois, pour voir s'il y a peut-être une autre montagne encore. Allez, c'est bon, on y va, quoi. Et c'est toujours ce même... Du coup, finalement, en fait, c'est... Le moteur qui te pousse à l'aventure, du coup, depuis cet âge-là, c'est d'aller au-delà de la frontière du connu. C'est ça. Ok. Et ce moteur-là, c'est toujours le même aujourd'hui ? Oui, c'est toujours le même aujourd'hui. J'ai toujours envie d'aller... Même si je sais que ça a déjà été fait, peut-être, mais moi, j'ai pas vu. Moi-même. Donc, il faut que j'aille voir moi-même ce que ça donne. Et surtout, et ça, c'est très important pour moi aujourd'hui, au moins en 2021, c'est d'y aller à ma manière. Tout à l'heure, tu vois, on parlait de l'Amérindien dont les vidéos t'ont un peu aidé à construire ton canoë. As-tu des sources d'inspiration, qu'elles soient réelles ou fictives, qui t'aident à aller à l'aventure, qui te poussent vers cette aventure? Alors, la base, la toute base de je sais pas comment, de ce besoin, c'est Nicolas Vanier. Nicolas Vanier, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand aventurier, c'est un explorateur français qui a beaucoup voyagé dans les pays d'en haut, comme il les appelle, le Grand Nord. Il a d'ailleurs fait le tour des pays de plus de 60 000 km, toute expédition confondue. Et donc, si mon père m'avait offert un de ses livres qui s'appelle Mawak et les peuples d'en haut, qui est exceptionnel, hein, je l'ai lu je sais pas combien de fois, les 2 livres, s'il y a 2 tomes, ils sont complètement défoncés tellement je les ai lus et relus, et en fait c'est l'histoire d'un Indien qui fait le tour de la coiffe, autrement dit le tour du cercle polaire, par ses propres moyens, justement, puisque ça se passe, je pense, au XVIIIe siècle peut-être. Enfin bon, après
Voilà, les Amérindiens n'avaient pas du tout cette notion de date comme nous. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Et ils vivaient comme à l'époque. Et du coup, ça m'a complètement mordu. Ce livre, il m'a mordu. Et oui, des livres peuvent mordre. Par contre, c'est pas douloureux, c'est cool. Et ça, quand j'ai lu ce livre, je me souviens... c'est bon, c'était parti. Après, j'avais déjà ce côté aventurier, quand j'ai eu le droit d'aller dans ce petit bois tout seul, observer les oiseaux, tout ça. Mais, alors là, par contre, quand j'ai lu ce livre, je me dis, ah ouais, je veux voyager comme lui. Donc finalement, ce livre, c'est pas lui qui a déclenché cette envie d'aventure, mais il a été un peu, on va dire, l'amplificateur. Voilà, ça a été exactement un booster. Ça a été un peu le truc qui t'a fait te balancer vers ton « et pourquoi pas ». Voilà, en fait, je savais que j'aimais l'aventure, mais maintenant, je sais que j'aime l'aventure, mais c'est bête à dire, mais uniquement à ma manière. Je peux pas aujourd'hui voyager, et je dis bien aujourd'hui parce que peut-être ça changera. On me propose de faire la même expédition avec un canoë en plastique, c'est pas possible pour moi. Il n'y a pas de... Je vibrerai pas, quoi. Ah ouais Non, parce que il faut au maximum, même si aujourd'hui j'ai encore des équipements qui sont en plastique, parce que le plastique, on peut le dire, c'est fantastique. Dans certains... je veux dire, il faut admettre que c'est super. Par contre, moi, ce que je peux faire, il faut que je puisse le faire. Enfin, si j'ai les compétences pour, il faut que je le fasse. Et je vibre. Pourquoi ? Parce que je voyage dans la nature en faisant corps avec elle. Je fais partie du cadre, quoi. Voyager avec un bateau rouge en plastique, c'est impossible. Ah non, parce que non, je me sens pas bien, quoi. J'ai l'impression d'être une tâche. Oui, non, mais okay. Si le bateau fait partie du cadre, ça va. Après, attention, exception dans les pays du Grand Nord, où là, moi-même, des fois, j'ai des couleurs flashy. Mais alors, pourquoi je parle des couleurs ? Parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Les animaux, quand ils voyagent dans la nature, quand ils sont dans leur milieu, ils se fondent dedans. D'accord ? Et moi, c'est ce que je veux aussi quand je voyage, me fondre dans la nature. Donc à partir du moment où je mets des vêtements trop différents, j'ai plus l'impression de faire corps avec elle. Là, c'est bon, il y a une séparation qui s'est faite. Mais cela dit, par sécurité, entre autres dans les pays du Grand Nord, où il est important d'avoir des couleurs flashy pour qu'on puisse se retrouver si toutefois tu as un problème, là, je l'accepte parce qu'il y a vraiment une bonne raison. Mais sinon, c'est quelque chose qui est dur pour moi. J'ai à nouveau 2 questions. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que l'aventure, tu l'appliques, tu vois, quand tu disais « moi j'aime me fondre dans le paysage, etc. » Oui. Pourquoi est-ce que tu l'appliques à la pleine nature et pas par exemple aux cultures ? Tu vois, parce que tu pourrais aller faire vivre cette aventure au sein de populations... mais c'est tout à fait l'objectif quand je peux. Et justement, est-ce que toi, le fait de partir à l'aventure, ça a fait évoluer ta vision du monde, que ce soit dans la perception par exemple du risque, parce que dans le voyage, c'est un sujet, je trouve, ou au contraire, de la bienveillance que les gens peuvent avoir ? Alors moi, la première chose déjà que ça m'apporte le voyage, c'est que ça remet toujours les points sur les i, et ça c'est super agréable. C'est-à-dire que moi dans ce monde-là, je me sens bien. Dans ce monde-là, tu veux dire hors aventure ? Aujourd'hui, oui, en 2021 avec le confort qu'on a, etc. Je m'y sens bien, mais j'avoue que j'ai besoin de partir en dehors de ma zone de confort. J'ai besoin de me confronter, alors non pas pour me faire mal, non pas pour me faire souffrir, non pas pour m'échapper, loin de là, mais simplement, et là j'ai l'exemple concret avec la dernière expédition, on est resté plusieurs jours dans le froid polaire. Le premier coup, tu reprends une douche chaude, mais c'est le nirvana. C'est incroyablement... C'est trop bon, quoi, parce que cette privation... décuple tout tes sens. Et dans ce genre d'environnement, il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien. En fait, c'est pas compliqué. Tu ne fais rien, tu n'as rien. Par exemple, là, on est parti. Concrètement, on avait comme seul moyen de chauffage et pour faire fondre l'eau, on n'avait que le feu. Donc, il fallait qu'on fasse du feu tous les jours. Est-ce que vous aviez des moyens pour vous aider à le faire plus facilement ? Ah oui, bien sûr, on avait briquets quand même, ou allumettes, ce genre de choses. Pierre à feu également, mais... Non, là, dans un climat comme ça, on rigole plus du tout. Il n'y a pas le temps d'improviser. Quand il fait très froid, voilà, c'est vraiment la nature qui domine. Il faut être calé. Donc déjà, il faut savoir faire du feu. Il faut donc ramasser les branches tous les jours. Et puis, ça met 2 heures à faire 2 litres d'eau. Ces 2 litres d'eau, on va devoir les économiser pendant 24 heures pour 2 hommes.
Bon, autrement dit, on buvait pas beaucoup, sachant que ces 2 litres d'eau, toujours, servent également à faire la nourriture lyophilisée. On était quand même parti avec de la nourriture lyophilisée. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien qui t'est donné. Et quand tu reviens ici dans notre monde, là, tout de suite, ici à Cholet, dans cette pièce, tout est facile. Je veux de l'eau, il y a un robinet, pas de problème. Je veux de la nourriture, un problème dans le frigo, ou toutefois, c'est pas grave, j'ai un petit peu d'argent, je vais aller en acheter au magasin, c'est déjà emballé, j'ai pas besoin de tuer l'animal, j'ai pas besoin d'aller ramasser le blé, j'ai pas besoin... C'est facile, à partir du moment où tu as de l'argent, cela dit. Et du coup, moi, c'est ce qui me plaît. J'aime ce contraste, et ce contraste me rend heureux. Si je l'ai pas, tout est trop simple ici, et du coup, j'éprouve pas de... C'est fade, quoi. Par contre, quand je pars 120 jours, 40 jours ou même 10 jours, il n'y a pas besoin que ce soit long, quand tu reviens, t'es putain content, quoi. Et donc finalement, ton pourquoi l'aventure, c'est aussi pour avoir ce contraste. C'est pour avoir ce défi-là et ces 2 manières de vivre. C'est ça, c'est une manière de voir les choses, une manière de vivre. Moi, c'est ce qui me rend heureux et je pense que c'est ce qui rend malheureux aussi beaucoup de gens, le fait de ne plus savoir la valeur des choses, en fait. Tu vois. Tu veux dire que ça te permet aussi d'avoir un peu, on va dire, les pieds sur terre. Ah, mais tout à fait. Oui, parce qu'en fait, en faisant ça, tu sais d'où viennent les choses. Par exemple... Tu as beaucoup plus conscience, en fait, de ton mode de vie, de son impact, de ce que ça implique. Tout à fait. Tu as conscience de ce que tu fais. Tu vois, encore une fois, pour parler un peu des Amérindiens, quand ils tuent un animal, ils ont conscience qu'ils tuent un animal. L'animal, il est vivant, ils le tuent, et en général, c'est obligatoire, c'est pour manger, et ils le remercient, l'animal. Et ça, je veux dire, ça se fait encore dans certaines tribus, c'est-à-dire que c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire qu'ils prennent une vie pour eux vivre, et ils vont passer tout un moment à le remercier pour sa peau, parce qu'ils vont en faire quelque chose, à le remercier pour sa viande, parce qu'ils vont la manger, pour ses os, pour ses tendons, etc. Il y a un respect, et surtout ils gaspillent pas. Et voilà, on pourrait parler aussi du gaspillage. Pourquoi aujourd'hui on gaspille? Parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est, pour beaucoup de gens, de travailler la terre. Parce qu'on ne sait pas d'où... L'animal, c'est pareil, on devrait tuer un animal pour manger. Alors déjà, il y aurait beaucoup plus de végétariens. Et puis surtout, on se dirait, j'ai dû courir, j'ai dépensé de l'énergie, puis merde, alors j'ai pris la vie d'un animal. Alors je devais, parce que je devais manger, mais je le respecte, quoi. Oui, parce que là, donc il y a une conscience des choses. Je mange pas du bœuf, je mange une vache, je mange pas du poulet, je mange une poule. Et là, tu fais beaucoup plus les liens. Et là, tu fais les liens, ta conscience, et puis je pense que tu fais beaucoup plus attention aussi. Tu le gaspilles pas, même si tu n'en as rien à faire de l'animal, parce qu'il y en a, ils sont insensibles. Mais tu dis, j'ai pas envie de repartir à la chasse, tu manges, parce que sinon... Et aujourd'hui, notre société, tu vois, c'est complètement l'inverse, c'est beaucoup de gaspillage, parce qu'on se rend plus compte de la valeur des choses, en fait. Et quand je repars, moi, en expédition comme ça, une bonne piqûre de rappel, même si j'en ai pas forcément besoin, mais ça fait du bien quand même. C'est ce que j'invite. Ouais, ça te reconnecte. Ouais. Et en parlant alimentation, justement, est-ce que toi, tu as une préparation, que ce soit du point de vue alimentaire ou justement face au froid, avant de partir, des techniques particulières pour se préparer? Est-ce que tu es accompagné avant? Oui, alors non, je ne suis pas accompagné. Je me renseigne toutefois parfois pour tout ce qui est alimentation par des nutritionnistes, parce que là, par exemple... Tu fais par exemple un bilan de tes dépenses énergétiques pour savoir combien il faut que tu apportes pour manger ou des choses comme ça? Tout à fait. Là, ça s'est fait pour la dernière et ça va se faire pour la prochaine. Bon, même si là, je repars dans le Grand Nord dans quelques mois, on consomme plus. Donc en effet, là maintenant, moi je pars avec de la nourriture lyophilisée ou de la nourriture que je fais et que je mets sous vide ensuite. Et comment dire, l'idée en fait c'est qu'on va... Enfin là, quand j'étais avec mon coéquipier, on consommait à peu près 4000 à 5000 calories par jour. Donc, et en référence, quand t'es pas en aventure, tu en consommes combien? Non, je peux pas te dire, mais comme une personne normale, un petit peu plus peut-être. Là par exemple, en ce moment, j'essaye de prendre du poids volontairement parce que... quand tu pars comme ça, ton corps, sur les 10 premiers jours, il est un peu choqué. Du coup, tu consommes, donc tu perds ce que tu as accumulé avant l'expédition. Et ensuite, ton corps, il va se mettre en espèce de roulis. Mais ok, d'accord, j'ai compris, ça fonctionne comme ça. Tu vois? Et l'idée, c'est ça. C'est pour ça que, surtout quand tu pars dans le Grand Nord, tu essayes de prendre un peu de poids pour te protéger du froid et puis pour pas perdre trop rapidement la masse graisseuse. Mais du coup, pour ce que tu me disais... là en ce moment par exemple, je vais bientôt repartir, je mange beaucoup,
Pas n'importe quoi, par contre, pas que des fast-food, heureusement. Non, beaucoup et sain pour justement emmagasiner. Ensuite, pendant l'expédition, je vais manger beaucoup et des fois, beaucoup, mais pas tant que ça parce que c'est un poids que je vais devoir porter. Donc plus tu veux manger plus, c'est bien, mais dans ce cas-là, tu dois le porter. Donc tu consommes plus d'énergie si ton sac ou ton traîneau est plus lourd. Donc ça se calcule. Ensuite, au niveau mental et physique, là, je suis en plein entraînement justement. Je fais un entraînement physique constamment, donc toute l'année. Donc que ce soit de la musculation, que ce soit de l'entretien, en fait, en général. Qu'est-ce que tu appelles de l'entretien ? Ça peut être des étirements pour garder... Ouais, les étirements. Alors ça, c'est tous les jours. Hein. Je suis quelqu'un qui a une routine. Je suis assez psychorigide là-dessus. Parce que la santé, ça c'est pareil. C'est une conscience que j'ai depuis très longtemps. La santé, ça c'est la valeur, quoi. Il faut être en bonne santé. Et il faut... Le corps, c'est une... Alors je sais qu'il y en a, ils aiment pas quand on dit le mot machine. Mais c'est pas négatif, moi, quand je dis ça. Quand je dis machine, c'est toutes ces connexions, interconnexions qui se passent alors qu'on n'en a même pas conscience réellement et qui font que tu peux marcher, que tu peux voir, que tu peux sentir, que tu peux penser, etc. C'est magique, ça. C'est magique. Et ça, j'en ai conscience depuis longtemps. Donc c'est quelque chose que je veux entretenir, que j'entretiens tous les jours, que ce soit en faisant des étirements le matin, que ce soit en méditant, en prenant conscience de ce que je suis, de qui je suis, etc. Très important. Et en ce qui concerne quand je veux partir en expédition, par exemple là actuellement, vu que je vais tirer un traîneau, une poulka. Une poulka, c'est une sorte de luge dans laquelle on met ses bagages. Eh bien, je m'entraîne à faire des tours de terrain avec un traîneau factice. C'est-à-dire que j'ai une réserve d'eau, une ancienne réserve d'eau dans laquelle j'ai mis des cailloux, question qu'elle soit un peu plus lourde et que ça corresponde au poids que j'aurais à porter. Et je fais des tours comme ça de terrain. Alors c'est hyper monotone, c'est très 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 chiant et il n'y a pas de... c'est obligatoire, c'est 4 tours par jour ou plus, et punition si c'est pas fait, quoi. Je suis très discipliné. Ouais, je suis très... tu fais quoi comme punition ? Punition, c'est un tour de plus. Okay. C'est voilà. Donc ça, pour moi, c'est très important puisque je sais que une fois que je suis parti là-haut, quand j'en ai marre, quand j'ai peur, quand j'en peux plus, je repense à ça. Et ça, c'est très puissant. Ça, c'est du charbon pour l'esprit, pour le mental. Parce que de faire des trucs monotones comme ça, par exemple, je sais qu'en 2018, avant de partir, j'avais déjà fait 800 km de marche. Voilà. Et sur une ligne droite constante. Ça s'appelle la voie verte, c'est aligné, c'est une super randonnée. Par contre, c'est tout droit, quoi. Et du coup, ça travaille ton mental parce que c'est tellement monotone de faire ça toutes les semaines qu'il faut que tu puises un peu plus profond dans toi pour te motiver. Et ça, c'est quelque chose d'important. Actuellement, je fais aussi autre chose pour m'habituer au froid, du coup, puisque là, quand je vais repartir, je vais pas avoir le temps de trop m'adapter au climat polaire. Et du coup, je me baigne minimum 2 fois par semaine dans une mare à température ambiante, qui n'est pas chauffée, forcément. Et l'idée, en fait, alors encore une fois, c'est pas de faire de dire je suis plus fort ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est le fait déjà d'habituer son corps à être un petit peu en détresse. Pourquoi ? Parce que, t'as déjà sûrement été dans l'eau froide. Au début, c'est quoi ? C'est la panique. Ton corps, il panique. Imagine, tu prends ta douche et d'un coup, tu mets sur froid, t'es saisi, d'accord ? Voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte que ton corps... Ok, je connais un peu le froid. C'est pas le même froid, c'est sûr, c'est pire, mais j'ai un petit vaccin, je suis vacciné, quoi, par rapport au froid. Là, je fais ça dans cette mare. Pourquoi ? C'est surtout au cas où je passe la glace, parce que dans les pays du Grand Nord, c'est quelque chose qui peut arriver si tu passes la glace, là, tu te retrouves dans l'eau glaciale. Alors, c'est puissance 10 fois pire, mais le fait de s'entraîner quand même, eh bien, ça te permet juste d'être un peu plus adapté et comme ça, ton corps réagira un peu moins violemment et toi, ton esprit, eh bien, il gérera mieux l'effort. Et ça, c'est quelque chose qui est impératif, à mon goût, quand tu pars dans ce genre en aventure. Voilà, c'est t'adapter avant, quoi. C'est comme un examen, tu le prépares avant, c'est pareil. Parce que j'en ai fait des expéditions, des petites aventures, plutôt j'étais pas prêt. C'est quoi la différence justement entre expédition et aventure ? Alors en fait c'est un peu la même chose. Expédition, moi c'est souvent quand c'est plus long et c'est souvent à ma manière de voyager. Par exemple là, si je parle d'expédition polaire, c'est parce que souvent c'est plus long. Et puis le matériel que j'utilise, c'est une aventure dans l'aventure. C'est déjà l'aventure, c'est aller là-bas. Et utiliser un matériel que tu fabriques,
ça rajoute encore une aventure. Donc c'est pour ça que j'utilise le terme expédition, mais en fait, c'est un peu la même chose. Et ça a été quoi justement l'aventure la plus difficile, ou le moment le plus difficile en aventure auquel tu as dû faire face? Plus difficile aujourd'hui, je pense quand même que c'était... je pense qu'il y a eu des fois quand même un peu la solitude, en fait. C'est le fait que moi j'ai toujours vécu entouré de ma famille. C'est vrai qu'on est assez liés. Et puis ici en France, en plus, on est tous les uns à côté des autres. Hein, donc c'est difficile de voir personne pendant plusieurs jours. Quand tu te retrouves vraiment tout seul, et qui plus est que tu parles pas la langue du pays dans lequel tu es, la solitude, ça m'a parfois pesé un petit peu. Mais c'est vraiment anecdotique. C'est plus quand, en effet, ta journée s'est mal passée, ou alors t'es fatigué, et qu'en plus t'as de la solitude, ou alors que tu t'attends à quelque chose. Ça, c'est le pire de tout. Ça m'est arrivé le jour de mon anniversaire en 2018. J'étais arrivé dans une petite ville qui s'appelle Østerup au Danemark. J'étais arrivé donc sur la côte est danoise. Et c'était le 25 juillet, c'est le jour de mon anniversaire. Et ce jour-là, je me suis dit, il n'y a pas un jour où j'ai pas pédalé, où j'ai pas marché, où j'ai pas fait du canoë depuis 2 mois. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je fais que 20 km à vélo, c'est tout. Je me prends un hôtel et je dors dans un lit. Voilà, je me suis dit, j'ai l'occasion, c'est cool. En plus, là, c'est une ville touristique. C'est sûr, j'aurai un truc. Et puis, ce jour-là, je fais mes 20 km, je faisais un beau temps, c'était incroyable, c'était super. Et là, j'arrive dans cette ville, Østerup, où j'ai d'ailleurs vu plein de Mustangs, parce que c'est la fête de l'Amérique là-bas, enfin, un truc comme ça. Et j'ai vu mon 300 magnifiques Mustangs. Alors pour mon anniversaire, c'est super cool, parce que j'adore ce genre de voiture. Et je vais à l'office de tourisme, et puis tranquillou, je demande s'il n'y a pas un petit hôtel, mais même pas un hôtel, mais un truc où il y a un lit. En fait, je voulais juste un lit, mais un bungalow, ça aurait été parfait. Et en fait, elle passe plusieurs coups de téléphone, et à chaque fois, ah non, c'est complet. Ah non, c'est complet. Et puis 3-4 fois. Et là, je me décompose, parce que j'ai vu le pauvre camping au bout, là. Je me dis, ah non, j'ai pas envie de dormir dans un camping. Non, pas ce soir, quoi. Pas aujourd'hui, c'est mon jour, quoi. C'est le seul jour. Et là, j'ai pas eu le choix de dormir dans ce camping, par terre, en plus l'herbe était grillée. Là, ça a été vraiment un jour pourri. Mais parce que je m'attendais tellement à avoir un peu de confort, justement, parce que je suis quand même quelqu'un qui est assez dur avec lui-même. Je suis assez discipliné, et des fois, il faut que je me dise, ouais, lâche un peu, c'est bon, là, t'as le droit à un petit peu de confort. Et là, tu te l'étais enfin autorisé. Ouais, je l'étais enfin autorisé, et puis non, en fait, on dort par terre comme tous les jours, quoi. Voilà. Là, ça avait été dur. Mais sinon, honnêtement, à part la première expérience que j'ai fait en Écosse, où là, j'étais pas préparé, mon sac était beaucoup trop lourd, il pleuvait sans arrêt, donc en fait, je marchais, j'étais mouillé, je dormais, mon sac était mouillé, j'étais en fait toujours mouillé partout. Et là, c'était très difficile aussi, parce que tu te dis, mince, je me suis pas assez préparé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la préparation au cordeau, parce que je sais trop ce que c'est d'être dans un endroit où t'es pas préparé. C'est comme, encore une fois, un diplôme ou une épreuve, t'es pas préparé, t'es pas préparé, et tu te sens mal et tu regrettes. Et bien là, l'idée, c'est d'éviter ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu un enseignement majeur que l'aventure t'a apporté? Un enseignement majeur, être humble, très très humble, parce que déjà, quand tu rencontres des gens qui vivent dans ce genre de milieu reculé, où j'aime aller, ils sont toujours très humbles, parce que c'est des gens, en fait, ils connaissent ils connaissent la nature qui les entoure, et ils savent très bien que c'est elle qui a le dernier mot, et ils veulent pas essayer de la vaincre, la nature. Moi, je sais que quand je vais repartir dans la taïga, une des premières choses que je vais faire, c'est que je vais poser ma main au sol, je vais toucher la terre, je vais dire, taïga, s'il te plaît, permets-moi de passer. Je passe juste, je te traverse juste pour réaliser un rêve. Sois clémente avec moi. C'est tout ce que je te demande. Voilà, je passe juste. Et ça, pour moi, c'est un truc très important. C'est mon petit côté indien. C'est juste, encore une fois, prendre conscience que tu es dans un milieu que tu connais pas forcément, que tu n'es pas chez toi, parce que là où je serais pas chez moi, je viens, moi, en tant que dans cet environnement que je maîtrise pas, contrairement au peuple qui habite là-bas. Et
c'est juste une croyance pour moi, mais en disant ça, c'est comme si je me présentais. Hein, tu vas chez quelqu'un, tu frappes à la porte, tu dis bonjour, c'est moi. Ben voilà, c'est pareil. Tu sais pas après ce qui va se passer, mais tu t'es présenté avec respect. Et du coup, l'aventure me permet d'être de plus en plus humble en fait par rapport à ça. Ouais, toujours. Voilà, t'es juste un humain quoi. Donc, sois humble. Et quand tu marches, quand t'es en aventure, tu penses à quoi? Est-ce que tu penses à la même chose dans les premiers jours que pendant les derniers? Alors, quand je suis en... Je sais pas trop quoi dire. Je sais que j'ai toujours cette playlist dans ma tête quand je pars à l'aventure. Cette playlist, alors en fait, c'est quoi? C'est toute une playlist de motivation. Il y a, en fait, j'ai un ami, justement, c'est Pascal. Non, pas du tout. C'est un terme que j'utilise, mais j'ai un ami, donc Pascal, qui me dit toujours l'aventure, elle commence à partir du moment où tu as envie de rentrer chez toi. Enfin, entre guillemets, pas ça, mais au moment où ça devient vraiment difficile. Là, tu te dis, c'est maintenant que ça commence. Parce que c'est là où tu sors réellement de ta zone de confort. Et cette playlist, en fait, c'est cette playlist aussi que je travaille quand je m'entraîne sur des lignes droites, à faire des tours de jardin hyper répétitifs, hyper chiants. C'est qu'est-ce qui me pousse, hein, qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Donc ça peut être des projets à venir, ça peut être de penser à des bons moments de ta vie passés, ça peut être des rêves à concrétiser plus tard, ça peut être plein de choses en fait. C'est une playlist de thèmes en fait. Ouais, c'est une playlist que j'ai dans ma tête, moi, qui me permettent... Tu n'as pas repensé à chaque fois au même souvenir? Non. Mais c'est complexe parce que souvent ce genre de choses, ça vient, c'est très divers en plus, et ça vient au moment, mais c'est surtout pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça. Ouais. Mais comme on disait tout à l'heure, la quête de sens et du pourquoi. Où là, donc là, comme tu es en plein dans la difficulté, où tu la creuses et tu te dis, est-ce que en fait, l'histoire que je me raconte, comme disait Thomas, qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps, est-ce que cette histoire que je me raconte justifie la situation dans laquelle je suis et est suffisamment solide pour que j'y reste, quoi? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et oui, des fois, tu as des... je veux dire... Je me souviens quand je suis parti en 2018, le premier jour, j'ai eu mes amis, j'ai eu ma famille qui m'a accompagné. La première petite étape, on l'avait fait ensemble, c'était super. Et il avait beaucoup plu ce jour-là, il y avait un gros orage. Et je me souviens quand je me suis retrouvé tout seul, quand tout le monde est parti, je me suis retrouvé tout seul c'était dans un camping parce qu'on était dans un endroit où on peut pas dormir n'importe où. Et c'était très bien pour une première soirée. Je savais que j'allais dormir dans la nature moult fois après. Quoi qu'il en soit, j'étais dans ce camping et quand j'ai ouvert mon sac, tout était mouillé à l'intérieur. Ma tente était mouillée, mon sac de couchage était mouillé. Et là, t'es juste à 14 km de chez toi. 14 km de chez toi. Et tu te dis, ok, tout le monde est parti, j'ai dit à tout le monde que je partais. Je suis à 14 km de chez moi, mais je peux pas revenir. J'ai pas le droit de revenir. Sinon, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que je vais penser de moi? C'est quoi qui est plus important pour toi? C'est ce que tu vas penser ou ce que ta famille se serait dit? Premier lieu, je dois admettre que quand tu en parles à ta famille et tes proches, oui, ils vont être cool, mais j'ai eu des expériences dans ma vie où oui, ça s'est pas bien passé. Et je déteste, mais à un point terrible, qu'on me dise, c'est pas grave, t'as fait ce que t'as pu. Alors là, ça c'est pas possible, ça peut pas passer. Je l'ai eu ça justement en revenant d'Écosse quand non, c'était trop dur, j'étais pas assez prêt. Je suis revenu comme on dit la queue entre les jambes et on m'a dit mais c'est pas grave, t'as fait ce que t'as pu, c'est pas méchant. Les gens ils sont gentils en disant ça, ils veulent te, mais c'est du coup c'est toi quand tu te regardes toi-même, tu dis non, là c'est et après j'en ai fait quelque chose parce que moi il y a un truc que je sais plutôt bien faire parce que des entre guillemets échecs dans ma vie, c'est pas des échecs en fait à partir du moment où tu sais t'en servir, comme alors je sais plus c'est quoi la phrase de Nelson Mandela, c'est genre je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends. Et en fait j'ai compris que l'échec il existe uniquement quand tu refais les mêmes erreurs. D'accord ? Là, en Écosse, ok. Quand je suis revenu, j'avais vraiment cette sensation d'échec. C'est pour ça que je supportais pas ces phrases gentilles, mais qui, moi, me... Chut, il faut mieux rien me dire. Mais par contre, j'ai compris. Après, maintenant, je suis discipliné, je m'entraîne à fond. Et là, du coup, l'Écosse n'est pas un échec. Non, ça a été un apprentissage qui m'a permis d'évoluer.
Donc il n'y a pas d'échec là-dedans, c'était un apprentissage. Et ça, alors je dis pas ça pour le... Enfin voilà, quoi. C'est vraiment quelque chose que je pense. Cela dit, bah oui, en effet, quand le regard des gens m'impacte quand même, quoi, pour être honnête. Et ensuite, bah, c'est le mien, parce que je sais que quand j'ai pas réalisé quelque chose à fond, il y a une frustration quand même, quoi. Et t'es un peu déçu de toi. Bah voilà, oui, un peu déçu de moi ou de mon anticipation. Il y a peut-être une désillusion, peut-être aussi entre l'idée que t'avais dans ton cas de l'aventure. Tout à fait, ouais. Et c'est la réalité de ce décalage, en fait. Oui, exactement, tout à fait. À chaque fois que que je prépare une expédition, quand c'est du long terme, j'entends, quand c'est quelque chose qui va s'étaler sur plusieurs semaines, en effet, tu as toujours ton plan A, le meilleur. Oh, lui, à chaque fois, le plan A est super. Il fait rêver. Il fait rêver, et puis bah, finalement, c'est le plan Z que tu fais. Et bon, bah, c'est un peu moins bien, quoi. Ou alors, c'est mieux, ça dépend des fois. Mais c'est clair que c'est surtout quand tu vas dans des milieux que tu connais pas du tout. Quand tu connais pas du tout un milieu, là, il faut essayer de contrôler son esprit parce que tu te fais plein de super idées. Tu te dis, ah oui, ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. Mais en fait, quand tu es devant, alors il y a des choses que tu avais raison, mais il y a pas mal aussi que tu avais tort. Pourquoi ? Parce que tu le connaissais pas, tout simplement. C'est la place aussi, laisser la place à l'improvisation de la dernière minute. Tout à fait, c'est ça. Seulement, bah, quand tu vas dans certains milieux comme le Grand Nord, l'improvisation, ça passe pas trop puisque tu es constamment en survie. Tu es constamment en mode survie, là où la moindre erreur peut assez vite mal tourner, finalement. Et ça te fait pas peur ? Non, parce que bah là, l'expérience que j'ai eue avec mon coéquipier Pascal a été une bonne expérience. Alors là, du coup, ça n'a pas été le plan A, justement, ça a été le plan D ou E, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça a été une belle expérience qui m'a beaucoup appris. Et puis surtout, qui a rapporté quelque chose de plus grand que nous, puisque, alors ça, j'en ai pas encore parlé, mais quand je pars, j'aime quand je peux. C'est pas toujours, parce que déjà il faut fabriquer le matériel, il faut créer l'expédition, il faut trouver des sponsors. Il y a tout un rituel en fait, voilà. Avant de partir. Dès que je peux, j'essaye de défendre une association. L'idée c'est de mettre un coup de projecteur sur une œuvre comme ça, une association. Pourquoi ? Parce que on va en parler dans les médias, que ce soit radio, journaux, télé, des fois. Et l'idée, c'est de faire valoir aussi des associations qui ont besoin d'être reconnues. Et vu que l'expédition, c'est quelque chose des fois qui attire les gens, puisque c'est un peu comme là on a vu la route du Rhum, c'est un peu magique, c'est du rêve, tout ça. Et quand on met une association là-dedans, les gens du coup qui ne se seraient peut-être pas intéressés à cette association, par le biais de l'aventure, de toute cette excitation, ils vont s'y intéresser, donc c'est super parce que ça profite à tout le monde, quoi. Et là on est parti pour la lutte contre le cancer de l'enfant. On était en soutien justement au CHU de Nantes, et on a été rencontrer les médecins, les scientifiques qui sont là-dessus, et avec la générosité des gens, on a réussi à rapporter 15 000 € à la lutte contre le cancer de l'enfant. C'est quand même pas rien. Et ça a été une victoire incroyable, parce qu'en plus de ça, on a rencontré les médecins. On les avait vraiment vus, on a même visité les labos, ils nous ont expliqué sur quoi ils travaillaient, sur quoi ils avaient besoin, parce que ça c'est très important quand nous, étant donné qu'on allait solliciter les gens, on voulait absolument savoir où irait l'argent. Et en fait, ça a été, puisque là, je pense que la machine a été achetée maintenant. C'est une machine en fait qui étudie l'évolution, la migration des tumeurs cancéreuses. Enfin bref, c'est un truc assez sympa, enfin très utile. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est très important. Je sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs, par rapport à l'expédition. Donc ça a été un super point, si tu veux. Et puis aussi du coup l'expérience que j'ai tirée, puisque Pascal s'y connaissait mieux en Grand Nord, il avait déjà été. Du coup j'ai beaucoup appris. Et donc maintenant en effet j'ai moins peur, c'était ça la question. J'ai moins peur d'y retourner, puisque j'ai eu ces plusieurs jours pour m'adapter. Je suis pas un expert du Grand Nord, loin de là, mais je connais les petits pièges. Donc c'est ce que je dis souvent d'ailleurs à mes proches. Quand tu vas dans un milieu dangereux, le milieu il sera toujours aussi dangereux. Par contre, c'est toi qui as peut-être changé.
La première fois que tu y vas, oh là, il y a plein de dangers et tu sais pas du tout comment on les repère, tu sais pas trop lire la nature, tu vois. Oh là, et là c'est dangereux ou c'est pas dangereux, d'accord? Il suffit que tu te sois pris quelques gamelles ou alors qu'il y ait quelqu'un qui t'ait appris en me disant ah tiens ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux. Et puis toi tu y retournes. Donc là moi je vais y retourner cette année. Les dangers sont toujours là, seulement moi c'est moi qui a changé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai grandi là-dedans. Tu sais mieux lire, tu sais mieux évoluer dedans. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quelque part, tu te fonds mieux dedans. Tu te fonds, 1, 2, 3, 4, tu te fonds mieux dedans. Exactement. Pour revenir à ce que tu disais au départ. Exactement. Là, dans un milieu comme ça, il faut savoir lire la nature. Et c'est très important. C'est ce que je dis aussi beaucoup pour rassurer mes proches, parce que d'y aller tout seul, c'est un risque. On n'imagine pas toujours ça, mais tout seul dans la taïga, on est vraiment tout seul. C'est quelque chose... donc quand on est deux, on peut compter sur son coéquipier. Quand on est tout seul, ton coéquipier, c'est toi. Donc il faut prendre des bonnes décisions, il faut observer, il faut agir. En parlant de tes proches, là du coup, tu nous dis qu'il faut les rassurer. Donc j'imagine que eux, ils viennent pas de ce milieu d'aventure-là et de ce milieu d'aventure ou d'éco-aventure. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, oui et non. Moi, je sais que mon père, c'est celui qui est le plus inquiet, en général, quand je pars. Mais c'est au contraire parce que, dans sa jeunesse, il était assez aventureux. Et il connaît les risques. Cas concret... Aventureux, mais pas aventurier. Oui, enfin, dans le sens, il n'a pas fait ce que j'ai fait, mais il a pris des risques, en fait. Et donc, cas concret, pour résumer ma pensée, c'est-à-dire que moi, quand j'aurai des enfants, si j'ai une fille ou un fils qui veut faire ce que je fais, je pense que ce sera moi le plus inquiet. Parce que tu sais à quoi il s'expose. Parce que je sais à quoi il s'expose, exactement. Ou alors, je me dirais, que le meilleur soit. Voilà. Lâcher prise, autrement dit. Ouais. Et en parlant d'enfants, mais là, on va te prendre toi, enfant. Qui pensais-tu devenir une fois adulte ? Est-ce que tu pensais que tu serais cet aventurier-là ? Alors, je voulais être cosmonaute, moi, astronaute, tout ça. À l'origine, je voulais faire ça. Je voulais aller dans l'espace. Bah oui, parce que l'espace, il y a plein d'inconnus. Alors, bah oui, forcément, ça m'attirait beaucoup. Ensuite, non, je voulais vraiment faire ça. Je voulais toujours aller plus loin. Je me suis cherché vraiment très très longtemps et c'est vrai que mes parents m'ont vraiment sauvé la vie dans ma jeunesse. Pourquoi ? Parce que j'ai eu des difficultés scolaires très rapidement à partir du CP où on m'a dit dyslexique, un mot que je déteste parce que dyslexique, ça vient de dysfonctionner. Et j'aime pas qu'on me dise que je dysfonctionne, c'est un peu péjoratif quand même quand on dit que je dysfonctionne. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, dysorthographique, dyslexie, bref, c'est un mot que j'utilise parce que c'est un mot connu, mais c'est un mot que j'aime pas du tout parce que pour moi, c'est pas l'enfant qui ne convient pas, c'est peut-être le système qui ne convient pas. Voilà, c'est peut-être l'inverse qu'il faut travailler un petit peu. Et du coup, mes parents, ils m'ont sauvé la vie. Pourquoi ? Parce que je m'y retrouvais pas du tout à l'école. C'est une catastrophe, j'étais toujours le dernier de la classe. D'ailleurs, toute ma scolarité, j'ai été le dernier de la classe. Non pas parce que j'aimais pas travailler, parce que ça allait trop vite ou je comprenais pas aussi vite que les autres. Et en CP, j'ai eu une très mauvaise expérience avec une enseignante qui devait être très malheureuse dans sa vie puisque j'étais son souffre-douleur. Alors j'ai eu le droit à des t'es nul, bon à rien, cerf-volant devant tout le monde, donc des humiliations quand même assez violentes. Et ça, un professeur ne devrait jamais le dire. Jamais, mais même entre nous, le mot nul, bon à rien, tout ça, c'est des mots qui devraient être rayés du dictionnaire et de notre vocabulaire parce que, surtout quand on est enfant au CP, c'est là qu'on apprend à lire et à écrire. Ça reste dans ta tête. C'est pas le genre de truc qui va partir comme ça. Non, ça reste dans ta tête. Et moi encore aujourd'hui, des fois tu y repenses. Alors ça peut être déstabilisant ou ça peut être du charbon. C'est-à-dire ça peut te pousser à avancer. Aussi, ça me pousse à avancer. Je vais te prouver que je suis pas nul, que je suis pas un bon à rien. Alors c'est ce que j'ai dit devant, aux médias quand je suis rentré de mon expédition en 2018. Moi j'en veux pas à cet enfant. C'est pas que je en veux pas, c'est que j'ai pas de remords, de rancœur. Mais on ne dit pas ça. On dit pas ça parce que je pense qu'on n'a pas conscience de l'impact que ça a plus tard et après. Faut pas s'attendre à ce que l'enfant soit brillant à l'école, ça c'est pas possible. Quoi qu'il en soit, mes parents à cette période de ma vie qui a été très difficile, ils m'ont vraiment sauvé la vie puisque on a eu de la chance, on habitait dans le corps de ferme de mon grand-père et ils m'ont laissé me développer autrement.
Donc, eh bien, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à partir dans la nature, à aller observer les oiseaux, à apprendre c'était quoi ces oiseaux, à aller faire des empreintes de traces en plâtre, et puis à faire des cabanes, le jardin, et c'était un taudis, c'était terrible, hein, il y avait du bois partout, mais j'étais bordélique à l'époque, mais ils m'ont sauvé. Alors pourquoi ? Parce qu'ils m'ont laissé créer tout en continuant à aller à l'école. Développer à ta manière. Voilà, ils m'ont laissé me développer à ma manière, et moi qui étais très bordélique à l'époque, eh bien, je suis devenu de plus en plus structuré, et aujourd'hui, je suis passé des cabanes complètement faites avec n'importe quoi à du matériel qui me sert dans des expéditions qui sont importantes, qui sont sponsorisées et qui ont un but. Voilà. Et l'écriture que j'aimais pas avant, les maths, la géo, l'anglais, tout ça, eh bien aujourd'hui, j'écris des livres. Voilà. Où j'ai besoin des maths pour faire le matériel, où j'ai besoin de la géographie pour aller où je veux aller, etc. Et tout ça pour dire que heureusement qu'ils ont été là pour me permettre de m'échapper ailleurs, entre guillemets, parce que sinon peut-être que je serais tombé dans la délinquance, comme beaucoup, parce que quand tu t'y retrouves plus, tu fais quoi ? Tu traînes et puis tu rencontres pas toujours des bonnes personnes. Donc ça c'est quelque chose aussi que je transmets dans les écoles quand il y a des parents ils savent pas quoi faire, absolument qui laissent leurs enfants créer, quel que le soit. La création, ça sauve des... Développer leur propre cadre. Voilà. Et puis surtout qu'ils utilisent leurs petites mains. Comme je dis toujours, les 2 mains plus la tête, tu fais tout, tu es libre avec ça. Tu sais tout faire. Mais c'est important de répéter, c'est important de répéter parce qu'il y a toujours dans une classe un enfant qui s'y retrouve pas. Et l'école, il faut y aller, je pense. Après, il y a d'autres alternatives, mais voilà, je pense que c'est une bonne chose quand même. Mais c'est pas une fin en soi. C'est une partie de la vie qui est très longue parfois ou qui est très courte parfois, mais c'est une partie de la vie. Voilà, c'est important. Et là, je vais profiter un peu de cette thématique-là pour te donner la question d'une auditrice que tu connais, donc d'Océane. Oui. Parce que je lui ai demandé s'il avait des questions à te poser, vu qu'elle elle te connaît et qu'elle lit tes livres, etc. Et il y a une question qu'elle aimerait te poser, c'était comment tu fais pour reprendre justement ce terme malheureux de dyslexie, pour combiner justement cette dyslexie-là avec l'écriture de tes livres ? Ok, d'accord. Eh bien, alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. De tes livres ou même de tes films, vu que tu es aussi réalisateur. Tu vois, avec l'écriture de manière plus générale. Alors, je ne sais pas si je vais répondre correctement à ta question ou si je vais être complètement à côté de la plaque. En fait, si tu veux, aujourd'hui, l'écriture, ça reste quelque chose de compliqué pour moi à partir du moment où je pense à ceux qui vont me lire. Parce que je me dis, on va me dire encore non, t'as une erreur. Tu vois, c'est quelque chose, je suis encore pas cicatrisé de ça parce que je fais tous les efforts que je peux, j'essaye de m'améliorer, mais il y a toujours des erreurs d'orthographe. D'ailleurs, attention, le mot faute d'orthographe est dangereux. Une faute, c'est punissable par la loi. C'est quelque chose de violent, une faute. Dire à un enfant qui fait des fautes, c'est quand tu fais quelque chose de mal. Une erreur d'orthographe, c'est un terme plus correct. C'est juste une erreur, c'est pas grave, c'est une erreur. Et ça c'est important, ça se corrige. D'accord. Une faute, ça c'est dangereux, tu peux aller en prison pour une faute. Et ça, déjà, c'est un terme qui est mauvais. Les mots ont un poids, et il faut pas les négliger, surtout quand on est enfant. Ensuite, aujourd'hui, donc je fais toujours des erreurs, mais je prends un peu de recul, même si c'est très chiant parce que tous les mails, quand je peux, tous les bouquins, mes bouquins, ils sont allés 4, 5, 6, 7 fois. Ça me prend un temps fou, je perds un temps incroyable. Tous les mails importants, il faut que je les fasse relire à ma compagne ou à quelqu'un d'autre, donc il faut que je les attende. Enfin, ça me fait perdre un temps de fou. Quand je peux pas faire relire, je relis 10 fois le truc pour essayer d'être pris au sérieux, parce que, quand plus t'as d'erreurs, et ça je peux le comprendre, pour la personne qui lit, plus t'as d'erreurs, moins la personne est prise au sérieux. Et ça c'est une plaie, ça c'est vraiment une plaie, c'est très embêtant. Mais aujourd'hui, j'essaye de faire le deuil de ça. En fait, une fois, il y a une personne que j'estime bien qui m'a dit, Corentin, attends, tu sais, un écrivain, enfin moi je préfère me considérer comme auteur-écrivain, c'est un grand titre, mais bon, c'est mon statut. Mais bon, je suis auteur. Eh bien, un écrivain, pour reprendre son terme, il est censé écrire des histoires, vraies ou fictives, mais son rôle, c'est d'emmener les gens avec lui dans son histoire. C'est ça son but. Ok ? Si cet écrivain ne fait pas d'erreur d'orthographe, c'est cool, il gagne au moins 6 mois à 1 an pour publier son bouquin.
Mais sinon, il n'y a pas de problème. Il y a des gens, ça s'appelle des correcteurs, et eux, leur boulot, c'est de pas faire d'erreur. Chacun son job. Si tu sais faire les deux, tant mieux, mais si tu sais pas faire les deux, c'est pas grave. Et ben mine de rien, elle m'a fait une belle petite leçon de morale qui m'a réconcilié. Tu vois ? Voilà, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Ça a dédramatisé un peu le poids, ça. Carrément. Enfin, dédramatisé, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, ça a atténué ce poids. Oui, tout à fait, parce que tu sais, il y a aussi une période de ta vie où tu peux te sentir aussi un imposteur, entre guillemets. Ce fameux syndrome de l'imposteur. Ce fameux syndrome de l'imposteur. Et oui, parce que tu te dis, ceux qui écrivent des livres, ça peut être que des gens qui ont fait le bac L, tu vois, par exemple. Tu te dis, ça peut être que des têtes, alors que, oui et non. En fait, les deux, pourquoi pas et pourquoi... Tu vois ce que je veux dire ? Et toi, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens toujours, ce syndrome de l'imposteur ? Non, plus maintenant. Plus maintenant, puisque déjà Comment t'as fait justement pour passer au-dessus ? C'est le temps. Le temps qui fait ça, et puis en réalisant de plus en plus de choses. Ce syndrome de l'imposteur, tu vois, justement, avec Jaurès, syndrome de l'imposteur, aujourd'hui on me dirait Corentin l'explorateur. Non, c'est pas vrai. Tu vois, là, non, c'est pas vrai. Tu vois, c'est comme si on te donnait un titre qui, toi, ne te justifie pas, parce que c'est pas que tu te sens pas... que tu te rabaisses, c'est juste, non, pas encore, j'aimerais, j'ai envie, hein, mais c'est important, puisque sinon, il n'y a plus de valeur, tu vois. L'importance des mots, c'est où est-ce que tu te places. Exactement, c'est la valeur après qu'ils ont derrière tout ça. Donc non, sinon je suis un aventurier, ça j'en suis sûr, je l'ai prouvé moi-même, à moi-même déjà. Bon après, c'est les gens ensuite qui considèrent aussi que ce que je fais c'est de l'aventure. Et puis voilà. Là j'ai une question, mais c'est vraiment pour moi, qui est justement sur la valeur des mots. Pour moi aussi c'est quelque chose qui est très important. Et il y a un truc qui me titille franchement, c'est quand les gens partent en voyage et qui te disent j'ai fait Rome par exemple, tu vois. Et de dire faire, moi j'aime pas. Bah, franchement je n'aime pas ça. Et je voulais savoir si toi t'avais une opinion sur ce sujet-là ou pas. Oui, j'avoue que je saurais pas exactement dire pourquoi. Mais quand j'entends des fois en effet des gens qui disent j'ai fait la Laponie, j'ai fait le Grand Nord, le pire, j'ai fait le tour du monde. Ça, donc très peu qu'on fait le tour du monde. Parce que c'est vrai que moi après je joue là-dessus, je dis pas que j'ai raison, que j'ai tort, c'est mon point de vue, c'est tout. Mais je sens une pointe de prétention quand on dit ça. Moi tu vois, je préfère je trouve que c'est un côté consumériste. Tu vois. Et après, on a toute une liste qui déroule souvent. Et je trouve que c'est très vraiment consumériste. Oui, pour moi, tu pourrais dire j'ai visité, j'ai découvert. Je suis allé. Mais j'avoue que je n'utilise pas ce terme-là. Okay. Quand j'ai été en Laponie, oui, je suis allé en Laponie parce que c'est vrai. Par contre, j'ai pas tout fait. Hein, non, ça c'est pas possible. Hein. C'est tellement grand. Et quand je rebondis sur faire le tour du monde, parce que aujourd'hui, quand je suis en conférence ou en dédicace, des fois, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mes enfants, ils ont fait le tour du monde. » Et c'est super parce que ils sont contents de me dire ça. Mais c'est la valeur, le poids des mots, encore une fois. C'est vrai que le tour du monde, c'est très relatif. Faire le tour du monde, c'est soit on se dit « Bon, ils ont été dans chaque pays de tout le monde. Ils ont fait le tour de tout le monde. » Bon, je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Voilà. Mais en général, c'est souvent, on a été en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et puis en Italie. On a fait le tour du monde. Des fois, en fait, c'est un peu biaisé, tout ça. Et c'est vrai que moi, alors ça, c'est vraiment mon point de vue, mais le vrai tour du monde, c'est le tour du globe. Et aujourd'hui, il y en a très peu qui l'ont fait. Le premier qui me vient, c'est Mike Horn, qui a fait le tour du cercle polaire et le tour de l'équateur. Ça, c'est le tour du monde. Pour moi, c'est le tour du globe. Mais bon, c'est ma définition propre. Pour moi, ça, c'est le Graal, quoi. Et non, très, 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 très peu de gens l'ont fait. T'aimerais faire ce tour de globe ? Ça a toujours été mon rêve, moi. Toujours été mon rêve, mais ouais, je sais pas si je le ferais. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est beaucoup de, comment on dit, de sacrifices quand on part longtemps. Surtout quand on n'est pas seul, quand on vit pas seul. Quand on est tout seul, des fois c'est quelque chose qui peut se faire. Quand on est en couple, c'est des fois un peu plus difficile. Alors moi j'ai de la chance, ma compagne elle accepte que je parte plusieurs mois, mais un tour du monde là c'est 2-3 ans.
c'est pas la même chose. C'est un niveau, et pour ça que j'ai beaucoup de respect pour des gens comme Nicolas Vanier, justement, qui sont partis des fois 6 mois, 8 mois, 2 ans, un truc de fou. Mike Horn, pareil. Ils ont des compagnes, je sais pas trop comment ils vivent dans leur vie privée. Ça va pas être simple, mais en même temps, et c'est vrai, tous les grands hommes, toutes les grandes femmes, en général, avoir une vie équilibrée quand on a une passion comme ça, c'est très compliqué. On est tous à la recherche, en général, d'une vie équilibrée. Mais tous les grands, dans n'importe quel domaine, ils n'ont pas une vie équilibrée. Ils sont focus sur leur passion, et c'est ça qui fait de devenir grand. Par contre, en général, leur vie de famille, pas toujours très terrible. C'est au détriment de quelque chose. Attention, il y en a, ils y arrivent, mais en général, il y a des sacrifices à faire. C'est soit ça, soit ça. Voilà, donc à voir. Mais ouais, c'est un rêve. Peut-être en plusieurs fois, qui sait. On va arriver maintenant sur les questions de fin. Ok. Et la première, donc de ce petit bloc de questions de fin, c'est est-ce que tu as un et pourquoi pas à venir ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas retourner en Laponie, justement, avec un matériel amélioré, parce qu'il y a eu des petits soucis au niveau du matériel que j'ai fabriqué, des choses à revoir. Et pourquoi pas aller plus loin, plus haut, plus fort. Voilà. Faire le tour du globe. Pourquoi pas, exactement. Non, mais oui, c'est ça. Et pourquoi pas faire ça. Est-ce que tu aurais une référence à nous partager, celle de ton choix, que ce soit un livre, un film, un podcast, un documentaire, qui t'a inspiré d'une manière ou d'une autre ? Qui t'a inspiré, je pense que je vais reparler du parrain d'expédition, Nicolas Vanier. C'est vraiment quelqu'un, pour l'avoir vu en plus hier en conférence, ça a vraiment été, j'en avais vu une autre, mais hier ça a été vraiment bien, parce que là on n'a pas trop parlé d'environnement. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à brosser, mais il nous a... moi c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup inspiré, autant que l'aventurier que l'homme qu'il est, et voilà, je le recommande. Voilà. Tout ça à votre écoute alors. Voilà. Ça marche. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, dont tu aimerais parler peut-être un petit peu de l'environnement, parce que ça c'est quand même une partie assez essentielle. C'est vrai que c'est tellement essentiel pour moi, la nature, que des fois j'oublie d'en parler, parce que c'est évident pour toi. C'est évident pour moi, et on a tous nos petits sujets comme ça, c'est tellement évident que et ça passe à la trappe. Et ça passe à la trappe. Oui, je voyage pour être en contact avec elle, ça on l'a dit, mais c'est vrai que souvent mes plus beaux souvenirs quand je pars en expédition, c'est la rencontre avec alors ça peut être les gens, mais j'avoue que quand je rencontre des animaux qui font vraiment partie du cadre, ça c'est des choses exceptionnelles, et c'est aussi pour ça que je pars à leur rencontre, pour non pas que ce soit eux qui viennent à moi dans un zoo, mais moi qui vienne à eux, chez eux, en mettant du temps à y aller. Okay. Voilà. Ça, c'est important, le temps pour aller faire quelque chose. Si je vais dans un safari en 4x4, pas d'intérêt pour moi. Il faut que je mette du temps à y aller pour vraiment, sans les déranger. Je passe, encore une fois, moi je suis un voyageur, je passe, simplement. Je leur dis bonjour, il y a un échange de regards, c'est super. Et je continue ma route, il continue sa route, et voilà. Et ça, c'est très important, et c'est vrai que de voir que notre environnement se dégrade, c'est quelque chose de très difficile. C'est d'ailleurs pour ça que je veux participer à l'évolution de nos méthodes techniques de voyage, pour faire en sorte qu'on ait toujours cette belle et merveilleuse nature à laquelle on doit tout. Et ça, il faut s'en souvenir, on doit absolument tout à la nature, à notre terre. Pour voyager en faisant plus corps avec elle, et pour faire en sorte que ce soit durable, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, notre mode de vie n'est pas durable. C'est pas possible de continuer comme ça. Donc, il faut faire autre chose. Voilà. Faire autrement. Alors, tu n'es pas sans savoir le nom du podcast, donc l'enthousiaste. Oui. Alors, petite question, te considères-tu enthousiaste ? Oui, si, je suis... Alors, honnêtement, je réfléchis un peu, parce que il y a une partie où j'ai toujours été hyper positif comme gars, mais c'est vrai que là, par exemple, on enregistre ça en ville. La ville a un effet sur moi assez néfaste, parce que en ville, il y a plein de bonnes choses, mais la nature est très cadrée, et j'ai l'impression de voir une partie de moi en prison. Tu vois, quand les arbres, ils sont dans un carré, il n'y a pas un brin d'herbe, c'est trop dénaturé pour moi. Donc dans certains cadres, je suis pas du tout enthousiaste.
Mais sinon si, et malgré tout ce qui se passe autour de nous, surtout au niveau environnement, moi je sais que ça me touche énormément. Aujourd'hui on parle du dérèglement climatique, mais aussi l'effondrement des espèces. Ouais, on n'est pas tout seul, hein. Il y a un truc que je dis toujours et qui est important de répéter, c'est que l'humain est peut-être au sommet d'une pyramide, mais il est entièrement dépendant de tout le reste. Et ça, il faut pas l'oublier. Ça veut dire que si les animaux, les végétaux s'écroulent en dessous de nous, on n'est plus rien. Donc le 5e élément, pour moi, c'est un film futuriste qui n'existera jamais. Parce qu'on a besoin de la nature, on a besoin des insectes, on a besoin de tout ça. C'est pas possible. Donc, voilà. On arrive maintenant à la question signature, qui est... Qu'est-ce que tu te dirais à toi, par exemple à toi quand tu étais petit, ou à quelqu'un qui nous écoute, qui se retrouve à ce moment où elle a toutes ces idées de se dire pourquoi je ne serais pas aventurier, pourquoi je ne ferais pas ça, mais il y a un truc qui fait qu'elle ne se lance pas, tu vois, qu'elle n'ose pas aller vers son et pourquoi pas. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire en un mot ou en une idée pour l'aider à passer ce cap, ou pour t'aider toi? Tu sais, j'ai souvent pensé à ça, parce que quand je reviens à cette classe de CP où j'étais vraiment le souffre-douleur de cette classe, où c'est un peu classique, classique. On voit souvent ça dans les films, mais c'est cette période où je me faisais battre par les autres, où je me retrouvais par terre huée de coups. Ça, c'est des choses que j'ai vécues, et je pense que j'ai déjà pensé à ça. Je pense simplement qu'au petit moi, je lui dirais relève-toi. Juste ça. Et avance. Juste ça. Relève-toi. Voilà. Parce que, comme dirait Alfred, pourquoi tombe-t-on, Bruce? Pour mieux se relever. Voilà. C'est des mots incroyables de fin. J'adore. Voilà. Non, mais relève-toi. Parce que c'est ça la différence. Une autre référence, Rocky, que j'aime beaucoup. C'est pareil. Des fois, on est au tapis. La différence entre deux hommes, je veux dire, l'être humain, voilà, c'est celui qui se relève et celui qui se relève pas. Donc relève-toi et continue d'avancer contre vents et marées. Voilà. Génial, voilà. J'ai envie de t'applaudir. Bon, c'est super. Est-ce qu'il y aurait des liens que tu pourrais nous partager pour que les personnes qui s'intéressent à toi et à ce que tu fais, vers lesquels les rediriger? Bien sûr. Du coup, les réseaux sociaux. En premier, j'ai mon site internet qui s'appelle c'est corentinleduc.fr, tout simplement. Ensuite, j'ai une chaîne YouTube qui est assez récente. Donc, c'est LC Réalisation Corentin Leduc. Enfin bon, bref, marque mon prénom, normalement, ça devrait marcher. Et du coup, sur cette chaîne, il y a des films d'expédition que j'ai réalisés. Et puis aussi pas mal de tutos sur la fabrication de matériel. Comment fabriquer un traîneau, comment fabriquer une tente inuit. Donc ça va venir. Mais comment fabriquer une voiture en bois, un canot et des raquettes à neige. Enfin bon, bref, plein de choses. Et puis, sinon, sur Facebook, Instagram, et puis toujours Corentin Leduc. Ouais, normalement, on met ça. J'ai des homonymes. Ça, j'ai un homonyme footballeur, mais voilà. C'est super. Merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très intéressant, et en tout cas, super. Je pense qu'on a passé tous les deux avec Romain un très bon moment. C'est formidable. Merci à tous les deux aussi d'avoir fait ce chemin pour venir ici, et puis pour m'avoir proposé de participer à cette belle émission. Merci, c'était avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Épisode qui, je l'espère, vous a permis de découvrir de nouvelles possibilités et pistes de réflexion. Je m'appelle Louane et aujourd'hui je me suis dit « et pourquoi pas ?» Et vous ?